Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Des élèves en décrochage scolaire de Sarcelles à l'Opéra de Paris pour trouver leur voie professionnelle. La célèbre institution leur a présenté les nombreux métiers de l'opéra. Reportage dans un instant. Pourquoi ne pas tester les randonnées en vélo électrique? Ce mode de déplacement de plus en plus prisé pour des trajets urbains peut également s'utiliser dans les plaines du Vexin pour de longues balades. Rendez-vous en fin de journal. Ils sont collégiens en difficulté scolaire à Sarcelles et depuis novembre dernier, ils prennent chaque semaine la direction de la capitale pour se rendre à l'Opéra de Paris. Ce partenariat né l'année dernière entre la ville et la prestigieuse institution vise à leur présenter toute la variété des métiers exercés à l'opéra et de les aider à choisir leur orientation professionnelle. Le reportage d'Angélique Boilet. Ces collégiennes de Sarcelles ont le droit à une démonstration vocale. Et à voir leur visage, ce n'est pas quelque chose qu'elles ont l'habitude d'écouter. Comme chaque mercredi après-midi depuis le mois de novembre, ces élèves de 4e se rendent à l'Opéra de Paris, un lieu qu'elles pensaient alors inaccessible. Pour cette séance, Jean-François, chanteur d'opéra, est venu leur parler de son métier et de son parcours. J'ai décidé de prendre cette direction en n'ayant pas d'autre choix que de réussir. Parce que c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je ne réussis pas, je ne sais rien faire d'autre. De mes 10 doigts, je ne sais faire que brailler. Donc... Ces séances de découverte sont le fruit d'un partenariat passé en 2016 entre la prestigieuse institution et la ville de Sarcelles. Scolarisés dans 2 collèges classés réseau d'éducation prioritaire, ces élèves en difficulté scolaire ont été choisis par la commune. Derrière la découverte des coulisses de l'opéra, l'un des objectifs de ce programme baptisé « L'opéra pour moi aussi » et de les aider à trouver leur voie. Ici, on a une centaine de métiers différents et donc profiter de cette palette large de métiers pour leur faire découvrir des choses qu'ils ne connaissent pas, qui peuvent peut-être les intéresser. Donc c'est pour ça que c'est très important de toucher ces jeunes à cet âge-là où on peut encore leur ouvrir des portes et on peut encore les raccrocher à un avenir peut-être différent pour eux. Menuisiers, costumés ou encore maquilleurs, au fil des mercredis après-midi, ces jeunes femmes ont donc découvert des professions aussi différentes les unes des autres. Ce mercredi-là, elles découvrent aussi le travail de Delphine qui joue un instrument appelé alto. Ça s'appelle une partition. Et moi, en tant que musicienne qui joue de la musique classique, comme on appelle ça, eh ben, je dois travailler mes partitions. Alors que le programme touche bientôt à sa fin, les collégiennes en gardent une bonne expérience. C'est bien, c'est amusant et comme j'ai dit tout à l'heure, ça nous permet d'élargir nos connaissances. Parce qu'il y a des métiers, je ne pensais pas vraiment... C'est des métiers qui ne sont pas connus en fait. Et moi, je ne savais pas que ça existait. On apprend beaucoup de choses. Moi, je trouve que c'est bien, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont la chance de le faire. Depuis le début de l'année, on a vu plein de métiers. On a vu aussi des musiciens et ça me permet de connaître des instruments et j'aimais bien le piano. Ce programme s'est élargi cette année. L'Opéra de Paris ouvre également ses portes une fois par mois à des femmes de Sarcelles et de Garges-les-Gonesse pour leur faire découvrir les lieux et les accompagner dans leur apprentissage du français. En bref, le centre d'accueil pour migrants de Saint-Ouen-l'Aumône, qui devait ouvrir ses portes au mois de mai, ne sera prêt que mi-juin. C'est une information révélée par nos confrères du Parisien. Ce centre devait accueillir provisoirement 130 migrants pour une durée moyenne de 3 mois avant la fermeture du centre prévue au printemps 2018. Le vélo électrique séduit de plus en plus de franciliens pour se déplacer en ville, mais aussi en pleine nature. Dans le Val d'Oise, les plaines vallonnées du Vexin sont idéales pour de longues balades en vélo avec assistance électrique. Des parcours ont même été spécialement créés au cœur du parc naturel régional. Philippe Pémal. On en voit de plus en plus dans les villes ou dans les champs. Avec plus de 100 000 exemplaires vendus en 2015, c'est le nouveau moyen de transport à la mode, le VAE, le vélo à assistance électrique. Son secret, une petite batterie rechargeable sur n'importe quelle prise de courant qui permet une aide au pédalage.
La batterie alimente un moteur électrique, c'est ce qu'on appelle l'assistance, et l'assistance au pédalage. Il y a une règle absolue qui est valable dans toute l'Europe, c'est que ça n'est pas un vélo moteur, il faut pédaler pour déclencher l'assistance. Ce qui rend aisé le pédalage quand il devrait être compliqué. Dès les premiers tours de roue, la première impression se confirme. Le vélo électrique n'est pas une mobilette, mais bien un vélo. Il faut toujours pédaler pour avancer. Discrète mais efficace, l'assistance électrique vous permet d'avaler les kilomètres et les côtes sans trop d'efforts. On a en général 3 ou 4 niveaux d'assistance, donc on peut choisir aussi, suivant le relief ou suivant la forme qu'on a le jour de sa sortie, un niveau d'assistance faible, moyenne ou forte. Voilà, simplement en appuyant sur un petit bouton, ça change l'assistance du moteur dans le pédalier. On peut même éventuellement couper complètement l'assistance ou mettre une assistance forte et s'en aller beaucoup plus vite. Devant le nombre croissant des nouveaux adeptes de la petite reine électrique, les départements s'organisent. De plus en plus de circuits touristiques à faire en vélo classique ou électrique font leur apparition. Le Val d'Oise en propose quelques-uns, notamment dans le Vexin. On a une multitude de routes, de petites routes, mais on a surtout maintenant, depuis l'année dernière, des boucles du Vexin, des boucles d'une longueur d'une 30aine de kilomètres qui sont aménagées par le conseil départemental du Val d'Oise. La première autour d'Auvers-sur-Oise et puis celle-ci autour de Téméricourt qui permettra aussi à partir de la maison du parc de découvrir le Vexin sur une 30aine de kilomètres. Le prix d'un vélo électrique est variable, de 800 € pour le modèle le plus basique jusqu'à plus de 2500. Comptez quand même dans les 1500 € pour un vélo de bonne qualité qui vous permettra de prendre du plaisir sans trop souffrir. Pour ceux qui hésitent encore à franchir le pas, on peut aussi louer son vélo pour environ 25 € la journée. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Des élèves en décrochage scolaire de Sarcelles à l'Opéra de Paris pour trouver leur voie. La célèbre institution leur a présenté les nombreux métiers de l'Opéra de Paris pour les aider à choisir leur orientation professionnelle. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site veonews.fr. À demain. Bien à l'abri dans son écrin de verdure, le pavillon chinois de l'Isle-Adam veille sur la ville depuis plus de 200 ans. Ce pavillon, en forme de pagode, a été édifié par un riche héritier d'une dynastie de financiers et de mécènes, Pierre-Jacques Bergeret. En 1778, il achète le domaine de Cassan, une immense propriété comprenant un château sur une île, des étangs, des prairies et des marécages. Aidé par son ami le peintre Fragonard, Bergeret transforme le château, crée un parc à l'anglaise et fait construire le pavillon. D'inspiration chinoise, il reflète les goûts de son époque. En cette fin du XVIIIe siècle, la Chine fascine l'Occident. La mode est alors à la construction de fabriques chinoises. Une fabrique, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est une architecture en miniature qui orne un parc. C'est une promenade qu'on doit faire dans le parc. Et au milieu de cette promenade, on rencontre des architectures, des différents bâtiments qui nous permettent de nous reposer, de philosopher, de réfléchir, de se retrouver dans des lieux tout à fait différents. Ça nous permet de voyager au sein d'un domaine. À l'origine, le pavillon chinois n'est qu'un élément du parc imaginé par Pierre-Jacques Bergeret. Plus d'une quinzaine d'autres fabriques plus imposantes étaient prévues. Pris dans la tourmente de la Révolution française, Bergeret ne pourra achever son projet. Le pavillon chinois sera la seule fabrique qui verra le jour. Construit sur une base en pierre, servant de déversoir à l'étang, le petit pavillon en bois n'en reste pas moins une invitation au voyage. Nous sommes ici dans la partie supérieure du pavillon chinois. Et là, on entre vraiment dans ce qu'on peut appeler les chinoiseries, donc vraiment en Chine. Toute la partie supérieure est en bois. Toutes les clochettes qui ornent le bâtiment tout autour sont elles aussi en bois. Elles sont là pour éloigner les mauvais esprits, ainsi que les lions-dragons que nous avons de part et d'autre des entrées du pavillon. En 1803, Pierre-Jacques Bergeret revend son domaine.
Au fil des décennies, 2 nouveaux châteaux verront le jour, mais les bombardements alliés de 1944 sonneront le glas du domaine qui tombe dans l'oubli. En 1971, la ville de l'Isle-Adam rachète le pavillon et le restaure pendant 4 ans. Il a été inauguré en 1975 et ensuite laissé en libre accès. Et malheureusement, il a été détruit, abîmé. Et il faudra attendre 2008 pour avoir une nouvelle campagne de restauration. Et à partir de 2008, il sera fermé au public et ouvert sur visite guidée. Classé monument historique en 1965, le pavillon chinois de l'Isle-Adam est l'une des 4 dernières fabriques du XVIIIe siècle réalisées en France. Avec ses 4 tours imposantes, ce château semble tout droit sorti d'un conte de fées, mais il est bien réel. Nous sommes à Vigny, dans le Val d'Oise. Édifié au début du XVIe siècle par le cardinal d'Amboise, ce château va connaître des propriétaires illustres de l'histoire de France. Les Montmorency, puis la famille princière des Rohan, qui y laisseront leur blason sur la façade. Au fil des siècles, le château se transforme, mais garde son style médiéval. Le château médiéval était un château qui devait être imposant. Donc on devait avoir ce symbole de force qui est symbolisé ici par les 4 tours qu'on voit derrière moi. Ces 4 tours sont ce qui reste de plus significatif du château du cardinal d'Amboise, donc au tout début du XVIe siècle, donc 1503, 1504. Et donc ce château a été très modifié depuis. Modifié au fil du temps, le château tombe finalement dans l'oubli. Un homme va lui redonner son éclat d'antan et son aspect actuel, le comte Vitali, Philippe Spiridion. Ingénieur et entrepreneur dans les chemins de fer, il rachète le château en 1867 et le restaure de fond en comble. Il reboise le parc et réaménage l'intérieur avec des meubles d'époque, des toiles du XVe et XVIIe siècle et des tapisseries des Gobelins. Il avait une collection aussi d'armures, donc on voit que c'était quelqu'un qui avait de l'argent et qui s'était donné les moyens de se créer un cadre absolument luxueux, sans doute pour y recevoir, pour y vivre, avec toutes les commodités que l'on trouve à cette période-là sur ces grands édifices. Il a voulu créer une espèce de retour à la mode médiévale, donc avec ces grands décors, avec aussi bien intérieur qu'extérieur, pour se créer cet environnement qu'on appelle un peu troubadour à l'époque, à la fin du XIXe siècle, et qui donc constitue des décors de couverture, ces grands décors assez sombres d'ailleurs, généralement plutôt riches, et qui créent cette espèce de chaleur finalement, qui est un confort de vie, voilà, très particulier à la fin de ce XIXe siècle. L'architecture originale du château va faire le bonheur des amoureux du 7e art. Il apparaît ici dans le clip de Rihanna, Te Amo. On le retrouve également dans de nombreux films. Les Visiteurs, on a retrouvé la 7e compagnie, la série télévisée Versailles, et surtout Les Barbouzes de Georges Lautner, qui en fera le principal décor de son film tourné en 1964. Ici, on reconnaît des zones qui ont servi alors soit pour le petit déjeuner sur la terrasse qui est derrière, soit l'Américain qui passe par la fenêtre et qui tombe dans les douves qui sont juste là. Donc vraiment, c'est un château mythique parce que du début jusqu'à la fin, finalement, on est sur ce site assez merveilleux, un peu à huis clos, et on reconnaît à chaque fois qu'on visite le château, chaque scène de ce film assez extraordinaire. Laissé à l'abandon pendant des années, le château vient d'être racheté. De très importants travaux de restauration et de rénovation sont en cours. À terme, le château devrait se transformer en hôtel de luxe. Une nouvelle histoire pour un château qui en a connu bien d'autres.